Bonjour à tous. Merci d'être ici pour cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, nous recevons le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, M. Denis Lebel. Merci beaucoup, M. Lebel, d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui, il sera notamment question de ce qui attend l'industrie forestière pour 2018. Aussi, on va revenir sur tout ce qu'on entend parler par rapport aux droits compensateurs, donc les conséquences que ça peut avoir sur l'industrie forestière. Avant de commencer la période de questions, vous avez quelques minutes de présentation et par la suite, on va y aller avec la période de questions. Merci beaucoup, Madame. D'abord, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Un retour après quelques années dans un rôle différent. Et une des raisons principales de mon changement de carrière a été, entre autres, la vision que j'avais de l'avenir de l'industrie forestière. Et quand je suis arrivé au Conseil de l'industrie forestière, juste se rappeler que le Conseil de l'industrie forestière regroupe plus de 200 membres, l'ensemble des compagnies forestières du Québec, mais davantage que ça, parce qu'on a ici beaucoup de membres associés au Conseil de l'industrie forestière du monde des banques, du monde des différents secteurs de professionnels, que ce soit des avocats, des ingénieurs ou autres, qui nous aident à faire valoir la forêt au Québec et l'industrie forestière. J'ai vite constaté que j'avais une infime connaissance du potentiel d'avenir de l'industrie forestière. Je commencerai d'abord, bien sûr, par parler du dossier américain qui interpelle tout le monde. Lorsqu'on parle de forêt au Québec, la première chose qui vient, lorsque les gens nous en parlent, c'est où est-ce qu'on en est avec le dossier américain. D'abord, se rappeler que l'accord en 2006 a été signé avec sur la base d'une capacité d'exportation du Canada vers les États-Unis. On avait le droit d'exporter jusqu'à 34 de la consommation américaine. Notre moyenne historique est à peu près à 32 %. Donc, on n'a jamais atteint le 34 que nous avions négocié avec les Américains à l'époque. On se rappellera qu'en 2006, la mise en chantier aux États-Unis était de l'ordre de plus de 1,2 million de mises en chantier. En 2008-2009, ils sont baissés en bas de 500 000 mises en chantier. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,3 million, j'en reparlerai tantôt. Donc, vous comprendrez que le pourcentage est toujours le pourcentage en fonction du nombre dont on parle. Quand tu as 34 d'1,3 million, c'est pas mal plus gros que 34 de 500 000. Et là, bon, on entend parler que le gouvernement canadien voulait négocier à 28 ou 29 Déjà, c'est une baisse de 5 à 6 à ce que nous avions comme marché auparavant. Et s'il y a des modifications dans l'ensemble de l'échiquier, bien, ça peut avoir une incidence majeure. Donc, présentement, les États-Unis n'exportent pas de bois vers le Canada, doivent importer à peu près 30 de leur consommation pour être capables de répondre à la demande actuellement. Et c'est comme ça que ça se passe. Depuis 2006, historiquement, du bois canadien qui va vers les États-Unis, 56 vient de la Colombie-Britannique, 20 du Québec, 10 de l'Ontario, 10 de l'Alberta, et le reste vient des maritimes. Donc, la Colombie-Britannique joue un rôle majeur en étant les plus grands exportateurs. On connaît tous la situation de l'époque où ils ont eu le dendroctode du pin, le fameux pine beetle qui leur a fait couper beaucoup de bois. Donc, ils ont beaucoup envoyé de bois vers les États-Unis. Au Québec, nous, on exporte 20 du bois canadien, mais là où je veux aller, c'est que le Québec, 45 du bois produit, là. Mettons 50 pour le besoin de la compréhension. Quand on va passer un camion de 2x4, là, il y a un 2x4 sur 2 qui est exporté. Et du 2x4 exporté, il y en a qui vont en Ontario, mais hors du pays, lorsqu'on exporte hors du pays, c'est 98 du bois québécois qui est exporté vers les États-Unis. Donc, c'est 45 de notre bois produit qui est exporté, mais c'est 60 de nos revenus. Fait que vous comprendrez à quel point nous sommes extrêmement dépendants du marché américain par rapport à ça. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bien, le processus au niveau du bois d'œuvre, je pense que tout le monde l'a suivi. Présentement, bien, il y a eu des décisions sur des droits compensatoires et des droits d'antidumping qui ont été décidés. On doit vivre avec le 17,90 pour résolu et 20,23 pour l'ensemble des autres entreprises. Depuis, bien, il y a eu des attaques d'une compagnie vers le papier non couché, qui est notre papier journal ou papier de revue, papier qu'on voit beaucoup dans nos entreprises. Ça touche allemand, entre autres, dans notre région. Bien là, on est en attente de voir comment les choses vont se passer. Les droits anti-dumping préliminaires sur le papier non couché vont sortir vers la fin mars ou mi-mars, peut-être plus. Après ça, concernant les droits compensatoires, ça va être vers le début mai. Est-ce qu'il y aura une reprise des négociations avec les Américains? Présentement, ça ne négocie pas. Et on a entendu la semaine dernière, il y a 2 semaines, Mme Freeland, c'est vrai, il faut que je parle du papier sur calendrier, où ça, tout est il y a eu des décisions de l'OMC. On aura des résultats bientôt. On espère des résultats très positifs. Les rumeurs que nous entendons seraient intéressantes pour le Canada. Puis je vous rappelle qu'au fil des ans, c'est le Lumber 5. C'est la 5e fois qu'on va en conflit commercial avec les Américains devant les tribunaux et on a toujours gagné.
Quand on frappe 5 en 5, habituellement, là, on frappe un 6e coup sûr après. J'espère que ça va être comme ça, mais toujours est-il que là, il y a le processus légal qui est en cours. Le Canada, comme vous le savez, a porté plainte à l'OMC sur les pratiques commerciales des États-Unis, pas juste sur le bois d'œuvre, mais ça inclut aussi l'aéronautique et d'autres secteurs. La ministre Freeland nous a un peu inquiétés récemment en disant que s'il y avait un accord sur le bois d'œuvre, elle était prête à retirer sa plainte à l'OMC. Fait que là, pour l'instant, il n'y a pas de négociation. On fait bien valoir, nous autres, qu'est-ce que le Québec a comme position. La position du Québec, du gouvernement du Québec et l'industrie forestière aujourd'hui, suite à la mise en place en 2013 du nouveau régime forestier québécois, où, comme vous le savez, 25 des bois sont vendus aux enchères. Et nous, on prétend que le bois est toujours vendu au Québec selon les prix du marché. C'est d'abord qu'on ait une exemption complète, qu'on ne devrait pas payer des droits compensatoires aux États-Unis parce que le bois est vendu selon la valeur du marché. Deuxièmement, il y a des usines qui sont frontalières avec les Américains. Frontalière beaucoup avec le Maine, où on importe des bio du Maine vers le Québec qui sont recoupés et renvoyés aux États-Unis comme bois d'œuvre. Donc, on paie des taxes sur du bois qui est américain. C'est tout à fait illogique. Et la troisième position, c'est qu'on veut au moins qu'on garde nos parts de marché historiques. Donc, c'est un peu la position du Québec. Ça fait un peu le tour du dossier américain. Évidemment, vous aurez sûrement d'autres questions. L'industrie forestière est beaucoup... sollicite beaucoup le gouvernement, puis on remercie le gouvernement du Québec qui aujourd'hui est derrière l'industrie forestière. Évidemment, on n'a pas que des problèmes, on a des solutions, mais on travaille ensemble à bâtir l'avenir. Le ministre Blanchette et le premier ministre Couillard ont mis de l'avant le Forum Innovation Bois avec 6 tables de travail. Il y a eu 2 grandes rencontres, une à Rivière-du-Loup, une à Rouyn, où nous sommes dans les suivis de ça, un comité sur la compétitivité de l'industrie. La prévisibilité, pour nous, est extrêmement importante. Et on travaille là-dessus avec le gouvernement du Québec. Mais la raison majeure, c'est le côté vert de la forêt qui est passé, amené à l'avant-scène. Je veux juste vous dire, à titre d'exemple, parce qu'il y a des comités qui travaillent là-dessus, un des comités de ce fameux Forum d'innovation bois est celui sur les changements climatiques. En Colombie-Britannique et en Californie, dans les outils qu'ils utilisent pour atteindre leurs cibles au niveau des changements climatiques, la forêt représente 30 de leurs outils pour atteindre leurs cibles. Plus de forêts, plus de stockage de bois en construisant davantage en bois, des secteurs qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture où on replante du bois. J'ai eu l'honneur d'être dans la mission avec le premier ministre en Chine récemment, le premier ministre du Québec, M. Couillard. Et en arrivant en Chine, le gouvernement chinois annonçait qu'il venait d'investir 66 milliards pour planter des arbres. Donc, partout au monde actuellement, la plantation d'arbres, le stockage de carbone par une forêt qui pousse, une forêt qui est jeune, qui pousse, amène plus de nourriture à des animaux, permet d'avoir une perspective d'avenir, amène beaucoup d'éléments sur le stockage du carbone. Comme vous le savez, une forêt mature, les arbres deviennent surannés, ils tombent, on perd la valeur économique de l'arbre. En plus, ils viennent qu'ils émettent du CO2. Fait qu'aujourd'hui, les gens comprennent ça de plus en plus. L'Université Laval, avec le docteur Robert Beauregard, qui est maintenant vice-recteur, et l'ensemble de l'équipe en foresterie, géomatique et changement climatique de l'Université Laval. Ici aussi, à l'Université du Québec, à Chicoutimi, M. Boucher et l'équipe travaillent avec nous pour être capable de nous donner du jeu, pour être capable de faire une démonstration économique du véritable impact de la forêt dans les changements climatiques. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a animé pour aller vers l'industrie forestière, c'est que nous avons de l'avenir. Évidemment, on manque de main-d'œuvre, sûrement qu'on s'en parlera tout à l'heure, mais la main-d'œuvre devient un enjeu extrêmement important dans toutes les régions du Québec, les régions minières et forestières, entre autres. Et pour nous, c'est important de travailler à trouver de la main-d'œuvre. C'est une recette qui va avoir beaucoup d'ingrédients, comme vous le savez, mais ce n'est pas les défis qui manquent à mon arrivée au CIFQ. Je suis toujours aussi passionné de ce que je fais qu'à l'époque où j'étais en politique. Et là, j'écouterai vos commentaires et vos questions, madame, si vous me le permettez. Oui, donc, M. Lebel, on va commencer peut-être à nous parler avec les droits compensateurs, les conséquences que ça a actuellement. Je sais qu'il y a plusieurs craintes par rapport à produits forestiers résolus, notamment dans la région. Donc, on peut nous dire comment ça s'organise tout ça et quelles sont les craintes vécues par les entreprises d'ici, mais aussi au Québec? OK. Pour l'instant, les droits compensatoires, d'abord, pour l'instant, je vais recommencer. C'est que vous dire que présentement, il y a un contexte très favorable à l'industrie du bois d'œuvre canadien et américain. Il y a des éléments de contexte alentour de ça, c'est important de les rappeler. La valeur du dollar canadien favorise l'exportation du Canada vers les États-Unis. Il y a 1,3 million de mises en chantier annuellement aux États-Unis actuellement. Donc, c'est plein emploi. Les Américains ne fournissent pas au niveau du bois d'œuvre. Ils sont obligés d'importer. Ça facilite les choses pour nous. L'autre élément, c'est la valeur du mille-pieds. Normalement, c'est à peu près 300-350 $ du mille-pieds dans des bonnes années. On vend le mille-pieds de bois actuellement plus de 600 $.
Donc, vous comprendrez que présentement, après des années d'un grand désert devant l'industrie forestière dans l'usine, dans le secteur du sciage, présentement, il y a une embellie. Il faut que ça reste comme ça. Mais il faut juste qu'une des variables change et que ça peut changer toute la dynamique. Si les mises en chantier baissent, comme certains le prétendent, en bas d'1 million, et déjà, bien là, ça devient plus problématique. Donc, pour l'instant, les droits compensatoires n'ont pas empêché nos usines de sciage de faire de bonnes affaires. On a été capable, parce que beaucoup de compagnies canadiennes ont aussi des usines du côté américain. Donc, la valeur du millipied vendu permet de faire des bonnes affaires et pour l'instant, nos compagnies ont refilé la facture à leurs clients. Bon, maintenant, dans le dossier du bois d'œuvre, le processus légal, on connaît les taux qui nous sont imposés. On a juste à attendre comment le processus légal va se matérialiser. Est-ce qu'il y aura une reprise des négociations sur l'accord sur le bois d'œuvre avec les Américains? Comment, dans le dossier de l'ALENA, on va être interpellé? Pour l'instant, il n'y a aucune négociation et on va payer les droits compensatoires, mais tant que les prix, que les mises en chantier vont rester là, on est capable de vivre avec ça. Mais pour nous, je tiens à me répéter, tout ce qui est au-dessus de zéro en termes de droits compensatoires, pour nous autres, ça ne respecte pas ce qu'on fait au Québec, alors que le bois est pris et vendu à la valeur du marché. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, bonjour, M. Lebel. Bonjour, M. Boivin. Félicitations pour votre nomination. La Colombie-Britannique, effectivement, vend du bois aux États-Unis, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ils en vendent beaucoup moins. Hein. Je crois qu'en une dizaine d'années, ils sont passés de 80 à 50 quelque chose comme ça. Nous, on est à 98 vous le laissez savoir, c'était tant mieux, là, parce que c'est un bon client. Mais est-ce que le prix qui est bon, puis le fait qu'il y ait des bons cash flows actuellement, ne serait pas l'occasion d'essayer de diversifier au maximum nos marchés pour être moins dépendants de ce marché-là? Est-ce qu'il y a des efforts de ce côté-là, du côté de l'industrie? Pour nous rendre moins dépendants d'un marché capricieux, disons, parce que... Tout à fait. L'apport de la Colombie-Britannique, M. Boivin, vous avez raison. Je parlais tantôt du dendrochthone du pin. Il y a eu les feux de forêt cet été. On sait que la Colombie-Britannique, présentement, est en baisse de production. Ça ne change pas la demande aux États-Unis qui est toujours là. On a une opportunité de continuer à vendre davantage. Mais nous, on se doit absolument, raison pour laquelle je suis allé avec l'équipe de QWeb, de Quebec World Exportation Bureau, avec la délégation avec le premier ministre Couillard, c'est pour essayer d'ouvrir de nouveaux marchés. En fonction des besoins de ces clients-là. C'est difficile pour nous de refaire l'histoire et la géographie. Dans mon ancienne vie, quand je suis arrivé au port de Vancouver la première fois comme ministre des Transports, que je voyais embarquer des bio gros comme ça, puis dans nos camions, vous voyez comment ils sont gros, là, que je voyais embarquer ça sur les bateaux pour exporter vers la Chine, je me disais comment on peut se battre avec ça. Chez nous, on a de la misère à vendre nos produits, puis eux exportent plein de bateaux vers la Chine. Là aussi, les exportations diminuent parce qu'ils produisent moins, mais ça laisse de l'espace pour d'autres. Mais on ne peut pas penser, entre autres, surtout sur l'Asie, sur l'Europe peut-être un petit peu, mais vendre des produits qui ne sont pas transformés. Notre façon la plus correcte pour nous de voir cet avenir-là, c'est avec des produits transformés. Des maisons, des Richard Letourneau et sa charpenterie, de faire des murs préfabriqués. On a assisté à l'ouverture d'un 5e magasin de vente de planchers de bois, où le plancher de bois se vend 5 fois le prix qu'on le vend au Canada. Donc, il y a du marché pour ça, mais on se doit d'y aller dans des produits transformés absolument. Prochaine question, Julie Bergeron. Vous en avez parlé un peu en introduction. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est tous les secteurs du bois qui sont touchés ou des secteurs touchés davantage? Pas mal tous les secteurs, Mme Bergeron. Et je dois vous dire qu'hier, on avait une rencontre hier matin avec le ministre Blanchette, des suivis du Forum Innovation Bois, et un entrepreneur qui fait affaire partout au Québec nous parlait déjà de son problème de main-d'œuvre. Je peux vous dire que l'information que j'ai, c'est qu'il est résolu actuellement dans ces usines de sciage. Ils ont besoin de 170 employés au Lac-Saint-Jean, présentement. Fait qu'évidemment, de la souche à aller au produit fini, si on veut exporter du bois aux Américains, il faut d'abord le couper puis le transformer. Et il s'en vient un défi majeur. Majeur parce qu'on a la démographie qu'on a. On fait un enfant 0.7 sur les familles souches québécoises. Ça en prend 2,2 pour rester où nous sommes au niveau démographique. Donc, évidemment, la recette à la main-d'œuvre va avoir plusieurs ingrédients, d'avoir plus de femmes dans l'industrie en général, d'avoir les gens de Première Nation qui s'impliquent davantage, d'avoir des mesures fiscales qui permettent aux gens sur le bord de leur retraite de rester à l'emploi pour transmettre leurs connaissances en payant pas tout l'impôt qu'ils auraient eu à payer. Et l'immigration devient une nécessité. Ça va nous prendre des bras et des jambes. Et je pense qu'au niveau de l'immigration, on devra travailler. Je sème beaucoup l'idée actuellement de travailler sur une immigration davantage rurale. Si on débarque juste dans les grandes capitales du monde, de Paris à
à n'importe où, à Casablanca ou à Alger. C'est des gens qui vivent en ville. Il y a peu de chances que quelqu'un du centre-ville d'une grande ville du monde soit intéressé à venir dans les milieux ruraux du Québec, qu'il soit minier ou forestier. Donc, on se doit d'ouvrir nos horizons dans notre stratégie. Et nous, au niveau de l'industrie forestière, c'est une des choses que je veux travailler très à court terme. Aller chercher des bras, des jambes. On prend l'exemple des serres Toundra Saint-Félicien actuellement. S'il n'y avait pas eu les Guatémaltèques qui étaient là actuellement, je pense que les serres n'opéreraient pas. Et c'est pas au bout du monde, c'est ici, c'est dans notre région. Le secteur du camionnage, on en a parlé dernièrement, eux aussi, là, c'est difficile. Là. C'est difficile là, au niveau du camionnage. On a eu des problèmes de camionnage pour amener des copeaux aux usines, pour transporter. Et là, je vais continuer dans le même exemple. Quand c'est le temps d'amasser des concombres, la langue ne devient pas trop un problème. Mais lorsque tu conduis un camion, que tu as besoin de répondre à un répartiteur ou une répartitrice, puis de communiquer avec les autres camions en forêt ou ailleurs, bien, la langue devient quelque chose un défi. Et c'est clair qu'on a des défis dans notre région par rapport à ça. Mais on va prendre ça. On a la chance d'avoir de bons emplois avec des salaires intéressants, comme vous le savez, dans l'industrie forestière, que ce soit dans le secteur des pâtes et papiers ou dans le secteur des scieries, puis d'offrir à des familles un avenir et des emplois de qualité. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler, Mme Bergeron. Le défi est là, mais on va le relever. On va le relever ensemble, l'ensemble de la société. Prochaine question, Louis Tremblay, Journal Le Quotidien. Tantôt, vous avez dit qu'il y avait des bons signaux par rapport aux tribunaux du commerce international. Très sérieusement, croyez-vous que ça va déranger les Américains? Vous-même, vous avez été membre d'un gouvernement qui a laissé 1 milliard sur la table à l'industrie américaine, dont 500 millions que 7 ou 8 entrepreneurs américains, des propriétaires de scieries, se sont partagés. Le gouvernement a encore cédé. Pensez-vous que les Américains vont se plier à une décision d'un tribunal de commerce? Ils le font pas, ils l'ont jamais fait. Ils ont toujours mis le couteau sur la gorge du Canada, puis vous prenez ça. Si vous prenez pas ça, bien, just too bad. Combien il y avait d'argent sur la table à ce moment-là, M. Trump? Il y avait 1 milliard sur la table. Non. Il y avait près de 6 milliards. Non, mais... Oui, mais... Non, je pense que vous parlez du milliard qui est resté. M. Lebel... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. La mise en contexte, le gouvernement canadien a gagné. A gagné, puis on a ramené 4,5 milliards sur les 5,5 milliards. Il a quand même laissé 1 milliard d'argent qui appartenait aux entreprises canadiennes. Dans une négociation, donc, on a réglé le dossier. Si on n'avait pas eu cet accord-là de 2006 à 34 %, quand on a eu la grosse crise économique 2008-2009, probablement que beaucoup de nos scieries seraient fermées. On a ramené plus de 4 milliards sur les 5 qu'il y avait sur la table. Vous me parlez du milliard, on en a ramené 4. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes tellement dépendants du marché américain qu'on doit travailler pour continuer à exporter nos produits. Je ne peux pas répondre au nom des Américains. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous, on doit travailler pour que les frontières soient ouvertes et qu'on continue d'exporter nos produits. C'est tellement important pour l'économie du Québec et de toutes les régions du Québec et du Canada. Donc, dans ce sens-là, le gouvernement a signé en 2006, après 20 ans de chicane commerciale, un accord qui a duré 10 ans. On a eu une paix sociale. On a vécu la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, 2008, 2009, 2010. On est baissé en bas de 500 000 mises en chantier aux États-Unis. Heureusement qu'on avait cet accord-là. Évidemment, lorsque tu négocies, tu gagnes jamais 100 %. Dans une convention collective, de part et d'autre, on laisse aller des choses. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais on a ramené 4 milliards au Canada qui est allé dans l'industrie forestière canadienne. Mais là, aujourd'hui, je veux me sortir de cette époque-là, vous dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est important qu'on garde les portes ouvertes. Alors, prochaine question, Jean Houle de TVA Nouvelles. Merci. On va rester dans le même sujet. M. Lebel, écoutez, ce qu'on comprend, c'est que c'est à recommencer à chaque fois avec les Américains. Ouais. Est-ce qu'il y a une solution potentielle, possible, qui aurait dû être trouvée normalement si elle existait, pour éviter qu'on recommence? Parce que là, aujourd'hui, c'est ça, mais dans 10 ans, ça risque d'être la même chose. Le protectionnisme américain, il ne changera pas. Les règles du Québec, les règles de la forêt, de gestion de la forêt québécoise ou canadienne ne sont pas appelées à changer. Qu'est-ce qui pourrait permettre au Québec, au Canada, d'être moins dépendant ou d'avoir un accord plus... Vous avez dit tantôt, tout droit compensatoire, tout ce qui est en haut de 0 % ça ne respecte pas. On recommence tout le temps. Puis là, on est rendu à 30, 32 33 %. C'est clair, M. Houle, que si on avait des marchés autres, ça serait beaucoup plus facile pour nous d'absorber ce coût-là. Je parlais de l'Asie tout à l'heure, où géographiquement, c'est plus difficile. Au niveau de l'Europe, c'est un autre problème. C'est une question de dimension.
On a des usines montées pour travailler avec des mesures qui sont nord-américaines. On travaille en plancher, pas en mètre. Et quand il vient le temps d'exporter, bien, tu rechanges toute une ligne de production pour faire une petite production qui serait exportée vers l'Europe à partir des critères demandés par les Européens. C'est un défi. On ne dit pas que ça ne se fera pas, mais présentement, en Europe, entre autres en Allemagne, en Suède, ils ont des usines qui sont formatées pour les mesures nord-américaines pour exporter le bois vers l'Amérique du Nord. Donc, c'est des défis. C'est sûr qu'on est à la merci de notre voisinage et de décisions politiques. Le régime forestier québécois a changé en 2013 avec un nouveau régime. Comment, dans les prochaines années, ce régime-là va évoluer? Le ministre Blanchette a dit que ce régime-là était perfectible. Comment on va en faire une amélioration? On avait vendu en 2013, entre autres, bien sûr, c'était les suites de l'erreur boréale. Puis aujourd'hui, la forêt est repoussée là où on avait pris ces images-là. Mais entre autres aussi pour nous dire que le dossier américain, avec les mesures qu'on avait prises au Québec, qu'on n'aurait plus de problème avec les Américains, c'est quelque chose qui a été dit en 2013. Et aujourd'hui, bien, on voit où on en est. On verra la finalité, là. Là, présentement, il va y avoir des décisions de tribunaux qui vont se prendre. Comme dans le passé, M. Tremblay, on a gagné, puis on a dû quand même continuer à travailler avec les Américains parce que c'est eux le client. Donc oui, c'est difficile parce qu'on est à la merci de notre principal client. Et géographiquement parlant, c'est difficile pour nous. L'Amérique du Sud produit aussi du bois. Le Brésil est un grand producteur et d'autres. Fait que c'est pas facile à cause de notre position géographique. Mais à ce jour, on continue à tirer notre épingle du jeu puis à demeurer de bons producteurs malgré tous les défis qu'on a. Question, donc, vous avez dit tantôt 5 en 5, on vise 6 en 6. On va-tu monter à 7, 8, 9? Je suis pas capable de vous répondre à ça. J'aurais souhaité... Sûrement que les gens, il y a 10-15 ans, souhaitaient qu'on ne se rendrait pas au 5e. On est rendu là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, demain, va être fait depuis qu'il n'y aura plus de poursuites par les Américains là-dessus? Peu de gens pensaient que... je pense que beaucoup de gens ont été surpris de voir arriver le président actuel, M. Trump, puis il a sa façon de gérer son pays qui est la sienne. On ne peut pas gérer le pays voisin, mais il a sa façon de voir les choses. Et nous, on se doit de continuer à être des partenaires économiques à la hauteur de ce qui nous est permis en termes de droits, en termes de capacité légale aussi. Le Canada gère le dossier. Il faut se rappeler que c'est le Canada qui gère le dossier avec les Américains. C'est pas la province. C'est un dossier qui est d'abord national. Et il faut continuer à bien travailler pour faire valoir nos droits. Il n'y a pas d'autre choix que ça, M. Hull. Prochaine question, Louis Tremblay. M. Lebel, Richard Garneau a pris sa retraite. M. Garneau est sans doute celui qui a défendu avec le plus de succès l'industrie des pâtes et papiers face au lobby mondial environnemental. Il était même en avant du CFQ là-dedans. Il a fait ça, que ce soit avec FSC, avec Greenpeace. Est-ce que, avec le départ de M. Garneau, l'industrie québécoise et peut-être canadienne des pâtes et papiers ne devient pas plus à risque face aux grands groupes de pression internationaux? D'abord, je vous remercie d'aborder ce sujet-là. On va remercier M. Garneau, qui est toujours un conseiller spécial chez Résolu, mais pour tout ce qu'il a donné au fil des ans dans sa longue carrière dans le monde de l'industrie forestière, qui l'a amené de commencer à Saint-Félicien à l'époque de Donahue, dans l'usine Malraux-Saint-Eusèbe, à être un grand président de compagnie en Colombie-Britannique, puis revenir au Canada. On se doit de lui lever notre chapeau pour tout ce qu'il a fait pour l'industrie forestière. Et effectivement, vous avez raison que c'était le guerrier qui était souvent à l'avant-scène. Et dans mon ancienne vie, j'ai été souvent impliqué avec lui à faire on a même écrit une lettre du gouvernement à l'époque, mais je ne veux pas retourner dans cette époque-là, mais reconnaître M. Garneau ce matin et souhaiter, je pense qu'il y aura une belle continuité qui va se faire avec M. Laflamme, qui est quelqu'un, comme vous le savez, qui était le bras droit de M. Garneau, qui connaît très bien tous ces dossiers-là. Et M. Garneau reste un conseiller spécial. Je pense qu'il va rester très près des dossiers environnementaux, entre autres celui du caribou forestier. Le caribou forestier, pour nous, c'est extrêmement important. En 2015, le gouvernement canadien concédait que nous n'avions pas assez de connaissances sur la science alentour du caribou forestier, et c'est pas changé aujourd'hui. Ce ne sera pas surprenant au Québec avec la campagne électorale provinciale et le premier ministre Couillard qui vient de la région la plus forestière du Québec et que le premier ministre a pris des engagements vis-à-vis des emplois versus le caribou forestier, qu'on voit réapparaître le dossier du caribou forestier comme un enjeu majeur de la prochaine campagne. Mais où est-ce qu'on en est par rapport au caribou forestier? On n'a pas encore assez de connaissances de science. Puis je vais prendre des exemples dans d'autres coins du pays. Dans le parc à Banff et à Jasper, il n'y a pas d'opération forestière. Et ce qu'on dit, les populations animales sont en déclin, pour différentes raisons. Qui nous aurait dit, il y a 10 ans encore, qu'on verrait des ours polaires se croiser avec des grizzlies
pour faire des pisili ou encore... Je suis allé chercher le nom ce matin, des pisili ou des grelards. C'est pourquoi que c'est comme ça? C'est à cause des changements climatiques, où les ours polaires descendent tous vers le sud, puis les grizzlies montent vers le nord. C'est comme ça dans toutes les espèces animales. Il n'y avait plus de caribou, il n'y avait plus de chevreuil au Lac-Saint-Jean, on en voit maintenant partout. On se doit de se donner de la connaissance sur ce dossier-là et pas juste de dire que c'est pour telle ou telle raison sans qu'on ait de fondement scientifique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de fondement scientifique actuellement. Certains en ont, mais nous, on pense qu'on n'en a pas assez. Les choses varient énormément et on sera à l'avant-scène, M. Tremblay, pour continuer le travail, pour continuer à faire valoir les éléments scientifiques nécessaires et la position de l'industrie forestière. On doit respecter les espèces animales, puis il ne faut pas que ce soit le travailleur forestier qui soit une espèce en péril. Prochaine question, Jean. Oui. L'automne prochain, le gouvernement fédéral peut passer une loi puis prendre des décrets puis arrêter les opérations forestières sur des parcelles importantes au Québec. C'est le dossier de la Rainette, phase 2. C'est ça qui s'en vient. M. Tremblay, on le sait, on est là-dedans tous les jours, encore hier matin, M. Tremblay. Je peux pas... D'abord, le gouvernement du Québec est le gouvernement à ce jour qui est le plus avancé au pays dans le traitement de ce dossier-là, vous le savez. J'étais à FSC Vancouver, le ministre Blanchette, c'était la journée du remaniement au Québec. Il a dû annuler sa présence, mais le sous-ministre, M. Brizard, est venu faire le discours, puis si vous voulez aller le chercher, c'est disponible lors du congrès d'FSC. Il a parlé de la position du Québec où nous, on va regarder l'ensemble de l'œuvre, le fait qu'ils traitent les arts différemment, plus en territoire et plus de façon plus large. Ils considèrent, eux, les trois phases du développement économique durable, bien sûr l'acceptabilité sociale, le côté environnemental, mais aussi l'aspect économique de l'industrie forestière. On va traiter le dossier des espèces animales avec beaucoup de respect, mais aussi les familles qui vivent l'industrie forestière. Donc, le gouvernement du Québec, là-dessus, on a des discussions quasi quotidiennes sur l'enjeu du caribou forestier et on va continuer à l'avoir. Et dans notre région, vous le savez, c'est tous les syndicats, c'est tous les maires. On vient de rencontrer dans les dernières semaines le comité forêt de l'UMQ avec plusieurs maires de notre région. On a rencontré la semaine dernière la FQM où nous, ça me permet de glisser un mot sur une activité que nous faisons au CIFQ actuellement. Quand le président du Conseil de l'industrie forestière dit que l'industrie forestière, c'est bon pour l'environnement, j'ai une certaine crédibilité, mais on a pensé que si on était 50 partenaires à le dire, le message porterait davantage. On a commencé l'année passée un mouvement qui s'appelle « Une forêt de possibilités », avec une campagne de promotion. Certains d'entre vous avaient dû voir les messages télé où le monsieur est après construire un mur, puis un comédien qui dit « La forêt, ça repousse, c'est pas comme tes cheveux », là. Bien, nous, on est là-dedans actuellement. On est à changer notre approche, où les grands syndicats, les unions municipales, les associations forestières, l'ensemble des intervenants du Québec travaillent avec nous pour faire valoir la qualité des produits forestiers québécois, canadiens et l'utilisation de la forêt comme un vecteur de changement au niveau des changements climatiques. Fait qu'on pense que nous, plus on va être à porter ce message-là, incluant le caribou forestier, M. Tremblay, les maires de la région, les syndicats, quand il va venir l'été prochain, parce que je suis certain qu'il va en venir, là, des gens qui ne voient que le côté vert environnemental du sujet en faisant abstraction totalement du côté économique, j'espère qu'ils vont trouver chaussure à leurs pieds avec des arguments, avec des données scientifiques dans des régions comme la nôtre. Prochaine question, Jean-Hugues. Bien, justement, concernant l'utilisation du bois davantage dans la lutte contre les changements climatiques, avez-vous un modèle à proposer, un modèle québécois, un modèle législatif? Du temps que vous étiez ministre, justement, vous en parliez de l'importance de valoriser l'utilisation du bois dans la construction. Avez-vous un modèle, des exemples, des choses, des éléments qui pourraient être faits assez facilement, qui ne demandent pas nécessairement des millions d'investissements ou un accord, je dirais pas international, mais qui implique beaucoup d'intervenants? Nous sommes beaucoup là-dedans, M. Hull. Il y a déjà des grandes avancées de fait et on va continuer à travailler là-dessus. Vient de se terminer à Québec le premier bâtiment de 12 étages fait 100% en bois. Le code du bâtiment a été modifié, a été changé. On parlait de construction au départ de 4, 6, 8 étages. On est rendu avec 12 étages et ça va se continuer. Et partout au monde, présentement, il y a un mouvement pour construire davantage en bois et de plus en hauteur. Il y a évidemment des obligations de faire preuve de certains résultats. Je dois vous dire qu'au Royaume-Uni, actuellement, il va se bâtir une espèce de tour Eiffel en bois, là. Vous irez voir dans The Economist, un rapport récent, où eux, ça va être un test qui va se faire, là. Et on continue encore une fois, c'est qu'au bois, chez nous,
qui est une composante du Conseil de l'industrie forestière, qui est dédiée à la construction bois, fait un travail quotidien. L'éducation des architectes, l'éducation des ingénieurs, comment on est capable de travailler davantage avec le matériau bois, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On est sur le terrain pour amener plus de connaissances sur quel est le matériau et aussi, bien sûr, de la recherche sur le matériau bois et les composites. On est rendu qu'on fabrique à partir du bois des choses qui sont plus solides. On entendait même dans des tests balistiques récemment que l'acier. Fait que les composants de bois avec différents composites vont être de plus en plus sollicités. Et le bois, encore toujours sur le vocable de construire plus vert, va, d'après moi, avoir un grand avenir. Mais qu'est-ce que... en quoi, par exemple, de façon concrète, là, parce que c'est des grands projets, c'est correct, là, mais en quoi, de façon concrète, le Québec pourrait améliorer sa performance climatique en utilisant davantage de bois? Qu'est-ce que le Québec pourrait retirer de concret là, en adoptant davantage de bois? D'abord, le processus, le cycle de vie, on construit en quoi? On construit en ciment, on construit en acier, puis on construit en bois. Le cycle de vie de chacun de ces matériaux-là est analysé par les connaisseurs et les spécialistes. Quand tu plantes un arbre, tu crées de l'emploi par la personne qui le plante. Tu fais de la sylviculture, tu l'entretiens. L'arbre pousse, il stocke du carbone tout le temps de sa croissance. Quand il est mature, on le récolte, il y a une valeur économique jusqu'à la fin du produit. Quand il est rendu en 2x4 ou en 2x8 ou en 2x10, qu'on le met dans une construction, on vient de stocker encore du carbone pour 25-30 ans. Nous pensons qu'un jour, le Québec va avoir une valeur carbone dans l'utilisation du produit qui va être utilisé pour construire. Parce qu'on veut tous se donner des moyens pour atteindre nos cibles au niveau des changements climatiques. Si, dans le cycle de vie, tu économises des tonnes de CO2 non émises évitées, on pense que ça va devenir un élément important du futur du Québec au niveau de la construction. Mais évidemment, au Québec, c'est toujours... Je vais nous ramener à FSC à Vancouver. J'ai un représentant d'un pays de l'Asie qui est là, qui nous fait un discours sur comment être encore plus vert dans la forêt. 100 de l'énergie de son pays est produite à partir de charbon puis de sources polluantes. Nous, on part à partir d'hydroélectricité. Fait que quand au Québec, on fait des analyses sur où on est par rapport au changement climatique, il faut regarder l'ensemble de la société. On a notre énergie qui est produite de façon propre presque en totalité. Quand on vient le temps de gérer notre forêt, on est encore parmi les plus avancés au niveau du monde. Mais la construction bois, et puis là, je reviens dans notre région, la grande majorité de nos constructions résidentielles sont en bois. Le gain par rapport à ça est mineur parce qu'on construit davantage en bois qu'avec d'autres matériaux. Ce qui n'est pas le cas en Chine, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Fait que l'utilisation du bois au Québec, déjà, est très importante. Là, on parle davantage de buildings en étage, de buildings gouvernementaux, qu'ils soient municipaux, qu'ils soient des arénas en bois comme ici. On favorise beaucoup la construction bois dans les grands travaux. Et Dieu sait qu'au Québec, on a des équipementiers... des entreprises de transformation, pardon. Chantier Chibougamau, qui est nordique aussi, de par ses structures, sont maintenant partout au monde. Fait qu'utilisons davantage de bois, ça fait travailler plus de gens dans les régions et c'est meilleur pour l'environnement. Mais juste me permettre une question, d'utiliser davantage de bois, mais est-ce qu'il y a d'autres débouchés que la construction? Quant au bois, bien, présentement, bien sûr qu'il y a les biocarburants qui prennent de plus en plus de place et là, on embarque encore là. Quand un arbre, c'est rond, puis il faut qu'on finisse avec quelque chose soit de carré ou de rectangulaire. Évidemment, il y a des sous-produits, il y a des résidus. Les résidus de l'arbre vont aller dans des biocarburants, dans des bioproduits. Résolu vient d'annoncer un projet pour transformer à partir des résidus du bois des sucres qui vont servir à d'autres choses qui peuvent amener à du biocarburant. Port-Cartier, il y a une usine de biocarburant qui se termine actuellement. Là-dessus, il y a un gros projet. Donc, oui, la biomasse va être de plus en plus présente. Mais au Québec, je reviens toujours à comparer l'ensemble de notre panier de produits versus les coûts de notre énergie. L'hydroélectricité du Québec, si on compare avec le prix de l'Ontario, un prix beaucoup plus bas, il est plus difficile de vendre la rentabilité d'un projet de biomasse si on compare ça dans des secteurs géographiques où il y a déjà de l'électricité. Par contre, si on parle du Grand Nord, on doit importer des millions de gallons de diesel pour chauffer et produire de l'énergie pour les communautés des Premières Nations ou les communautés inuites. Bien là, on change la donne. Il faut comparer avec ce qui est comparable. Fait que oui, il y a beaucoup de sous-produits. On ne pensait pas qu'un jour, on aurait du tissu fabriqué au Québec à partir de nanocellulose, puis ça se ferait à Turso chez Fortress. Fait que c'est en pleine évolution. Énormément de chimie qui est faite par toutes les compagnies. Il n'y a pas une compagnie qui ne travaille pas sur des produits, sur des projets pour diversifier sa production. Qui nous aurait dit qu'avec les ventes en ligne, un jour, Kroger transformerait une machine à papier à Trois-Rivières pour faire plus de carton? Bien, les ventes en ligne ont amené, entre autres, cette compagnie-là à revoir une partie de son plan d'affaires pour répondre aux besoins de la clientèle actuelle. Prochaine question, Roger Boivin.
Oui, je voudrais vous amener sur le sujet du recyclage du papier. On sait qu'on apprenait récemment qu'une grande partie du recyclage que chacun des ménages fait est, je vais dire gaspillé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas n'est pas finalement recyclé, il est retourné dans des décharges. Est-ce que notre industrie de désancrage, de réutilisation du papier, ou enfin du recyclage du papier est à jour? Est-ce qu'il y aurait des modifications légales à faire là-dessus, enfin, pour accélérer ou améliorer ça? Puisqu'on perd, semble-t-il, notre plus gros marché qui était la Chine, là, qui achetait ça. On doit revoir notre modèle d'affaires. Les pratiques étaient là. C'est la clientèle. Mais on doit revoir ça, M. Boivin. Mais il est clair qu'il y a des compagnies, d'ores et déjà, qui fonctionnent à peu près qu'en totalité avec du recyclage, de la fibre recyclée. Et c'est clair que la fibre recyclée, on va essayer de tout faire pour qu'elle soit utilisée en totalité lorsque c'est possible. On est rendu à déterrer des vieux dépotoirs de fibres, de biomasse qui étaient là pour utiliser dans des, comme à Saint-Félicien, entre autres, à la coénergie. Il faut regarder comment on est capable de le faire, mais c'est clair que tout résidu aujourd'hui, il ne doit plus rien rester au bout de la chaîne de production en termes de sous-produits. On doit utiliser tout ce qui est possible de faire et ça fait partie de ça. Prochaine question, Louis Tremblay. Monsieur Lebel, il y a un problème de taille au sein de votre industrie au Québec. Il y a une guerre de prix sur l'achat des copeaux. C'est rendu qu'une tonne de copeaux, c'est 50 ça a déjà été 100 $. Si le prix du bois n'était pas ce qui est aux États-Unis, il y a des scieries qui fermeraient demain matin parce qu'il y a un quasi-monopole des copeaux de la part de Résolu. M. Beauregard, dans son rapport, il avait dit que ça prenait 1 ou 2 usines additionnelles de transformation chimique du bois au Québec. Et ce qui est le plus rentable pour le Québec, c'est de faire de la pâte craft. C'est le produit qui se vend le mieux partout dans le monde avec le carton qui prend la... Et Chantier Chibougamau a un important projet de reprise de Lebel-sur-Quivillon qui permettrait un peu de briser le monopole de Résolu. Est-ce que le gouvernement du Québec devrait mettre de l'argent dans ce projet-là? Évidemment, M. Tremblay, vous comprendrez comme responsable d'une association qui regroupe toutes les entreprises dont vous venez de parler, que je dois respecter les choix d'entreprise et pas faire... Mais ce que je peux répondre, c'est il est clair qu'on doit aller vers des solutions d'avenir comme celle-là. Tantôt, je parlais de Port-Cartier. L'usine est en fabrication de biocarburants. Il y a des changements législatifs à faire pour que ce carburant-là reste dans la chaîne de production dans le secteur. Parce que les Américains ont un avantage fiscal. M. Trump a dit qu'il l'enlèverait, mais il l'avait encore récemment. Un projet à la TUC, un projet aussi, comme vous l'avez dit, à Lebel-sur-Quivillon. C'est des projets qui sont porteurs d'avenir. Et il faut clairement trouver des voies de sortie pour les sous-produits, pour l'ensemble de l'industrie, en incluant Résolu. C'est clair qu'on aimerait ça tout le monde, qu'on vende encore plus de papier journal, mais ça serait surprenant qu'on voit la tendance s'inverser. Il faut qu'on trouve des voies de sortie pour ça. Je ne répondrai pas au nom du gouvernement du Québec, mais c'est clairement une obligation qu'on trouve des voies de sortie pour les sous-produits, que ce soit bien sûr les copeaux, que ce soit la sciure, que ce soit l'écorce, que ce soit... On doit trouver des voies de sortie pour tous ces produits-là. Puis un peu nous dire, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'on peut dire que c'est pire que la crise qu'on a vécue il y a quelques années, ou est-ce qu'on est positif de ce qu'on voit en ce moment, où on semble que c'est plus difficile de... Qu'est-ce qui s'est passé là, par rapport aux dernières crises? C'est pas évident d'y répondre. C'est que chaque époque amène ses défis. En 2008-2009, quand on est venu à peu près à 500 000 mises en chantier, on vendait pas de bois. On n'en vendait plus. Je m'en rappelle très bien parce que tous les jours, on disait que c'était de ma faute si on vendait pas de bois, alors que c'était une question de marché. Là, aujourd'hui, le marché est à 1,3 million de mises en chantier. Là, ce qui nous guette, c'est beaucoup la main-d'œuvre. C'est un défi énorme. Si on n'a plus de monde pour couper l'arbre en forêt, comment on va pouvoir vendre des produits aux Américains tantôt? On se doit ensemble de rappeler à nos jeunes qu'on peut vivre dans notre région avec un avenir. Puis les multifonctionnels aujourd'hui, ceux qui aiment jouer avec des jeux vidéo, c'est des joysticks, c'est rendu tellement... L'industrie forestière est tellement high-tech avec des lasers partout, avec l'optimisation des procédés. La machinerie fonctionne comme des jeux vidéo. On se doit de vendre ça. Fait que présentement, le plus grand enjeu, j'ai des membres qui disent qu'on risque de manquer de monde avant de manquer de bois. C'est un défi qu'on a. Majeur. Fait que pour l'instant, aux États-Unis, on vend nos produits à très bon prix, puis le marché est bon. Mais si les mises en chantier baissent, je vous répondrai peut-être pas la même chose dans 2, 3 mois, 6 mois, madame. Aujourd'hui, pour l'instant, on passe quand même assez bien au travers de cette crise-là. En 2008-2009, on a perdu certains joueurs. Il y a eu des intégrations de compagnies. De quoi demain va être fait, je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui. Mais on est résolument tourné vers l'avenir avec des solutions vertes. Et toutes les compagnies regardent pour trouver des façons d'utiliser la fibre de façon différente.
Comme vous dites, c'est le recrutement qui est difficile. Comment on fait pour attirer les jeunes? Parce qu'on le voit pratiquement à tous les mois, il y a des fermetures de machines à papier. C'est difficile d'aller chercher des jeunes. Comment on fait pour valoriser cet emploi-là qui semble incertain pour les jeunes qui veulent s'envoyer là-dedans? On doit trouver ensemble une façon de porter des messages qui sont authentiques, qui sont porteurs d'avenir. Et on a un rôle à jouer, nous, l'industrie forestière. On a un rôle à jouer, l'ensemble des élus des régions, la presse des régions, pour qu'ensemble, on fasse valoir qu'il y a de l'avenir dans nos coins de pays, en parlant des bons côtés de cette industrie-là, puis en impliquant plus de gens, on les dit tantôt, les Premières Nations, plus de femmes dans l'industrie forestière. Et c'est plus ce que c'était, là, des partir des 1 mois de retour à la maison, ça n'existe plus, là. On fait du 4 jours, on revient, puis combien de gens doivent travailler à l'extérieur parce que le travail est là. Mais dans notre région, présentement, il y a de très bons emplois disponibles. Et ça ne sera pas en diminuant, ça va aller en s'accélérant. Il y a un bel avenir dans cette industrie-là et on doit porter le message ensemble. Nous, on va tous les jours essayer d'aider les membres de notre industrie. Je parlais d'une stratégie sur l'immigration tantôt. Moi, je vais embarquer là-dedans, là. Je vais embarquer là-dedans. J'ai déjà interpellé le gouvernement du Québec, juste par des mots à ce jour, mais on va aller plus loin avec un plan d'action où j'aimerais qu'on ait des démarches dans la ruralité du monde où il est possible d'intéresser des gens à venir dans les ruralités. Je ne pense pas que prendre quelqu'un au centre-ville de Paris, il soit nécessairement intéressé à venir dans un village forestier de 500 habitants. Mais si on fait des démarches vers des gens qui ont un potentiel d'accepter de venir dans des régions où on a une bonne job à offrir, au lieu d'embarquer sur un bateau ou d'aller en Méditerranée, on va essayer de les amener dans un coin où il y aura un avenir. Mais ce n'est pas sans défi, c'est des défis de langue, des défis de différentes logistiques. Mais si on ne le fait pas, on a une obligation de résultat. On a des emplois, une industrie saine. Est-ce qu'il y aura davantage d'automatisation? Oui. Est-ce qu'un jour, il y aura des machines en forêt comme des voitures qui sont des voitures autonomes, des machines autonomes? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais on devra continuer à couper la matière pour faire tourner cette industrie-là et transformer le produit. Donc, on s'en va vers l'avenir en considérant tout ça. Il y a les élections provinciales qui arrivent à grands pas. Comment vous comptez vous immiscer dans cette campagne-là? Peut-être discuter justement des priorités pour ce qui est du Conseil de l'industrie forestière? Carrément en demandant d'abord les engagements de chacun des partis envers l'industrie forestière, comment ils voient l'industrie forestière, comment ils sont capables de nous aider à voir l'avenir. On va leur faire valoir le côté vert de la forêt et comment c'est une solution pour eux dans leur lutte au changement climatique. Et on va voir comment les différents partis vont se positionner là-dessus. Et on est déjà là-dedans. On aura notre congrès de l'industrie forestière qui est toujours en mai, là, 9, 10, 11 mai, je pense, en Mario de mémoire, là. Et les 3 partis vont venir faire une présentation à l'ensemble des représentants de notre industrie. Mais on est d'ores et déjà à les interpeller sur leur plateforme électorale et on a des rencontres et des discussions avec tous les partis politiques. Je fais plus de politique, mais je fais des démarches quotidiennes avec des gens qui en font. Prochaine question, Louis Tremblay. M. Lebel, concernant la main-d'œuvre, il y a 1 an ou 2 encore, toutes les semaines, il y avait des propriétaires d'équipements forestiers qui faisaient faillite dans le journal. Les entreprises sont allées à la limite de la sous-traitance, à la limite de la réduction des coûts pour abattre un arbre. Ils sont allés à la limite de tout par rapport à la main-d'œuvre. Et les gens ont quitté l'industrie forestière parce qu'ils étaient tannés de voir leurs conditions de travail diminuer. Est-ce que vos membres n'y ont pas couru un peu après? Parce que si Alcan ouvre 40 jobs à Jonquière, ils vont vider l'usine de Kenogami. Ils viennent de la vider, là. Parce que les gens sont tannés d'une industrie qui n'arrête pas de diminuer leurs conditions de travail. En forêt, c'est la même histoire. Les gens sont obligés de travailler pour de moins en moins cher. Les camionneurs, le problème des copeaux, c'est pas un gros problème. Les gens chez Chibougamau, là, étaient tannés de se faire couper les prix pour transporter une tonne de copeaux à Kenogami, puis ils ont décidé qu'ils arrêtaient d'en transporter. C'est là qui est tout le dilemme. Cette industrie-là, on dirait, a perdu son attrait pour la relève. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore des bons salaires qui se donnent. Mais les gens ne veulent plus aller travailler là. Ça a été trop dur. Plus est peut-être fort, M. Tremblay, moins possible. Pas mal moins. Pas mal moins, mais on a moins de jeunes aussi. Puis on a moins de bassins qu'on en avait. Les Ubisoft, ils n'ont pas de misère à embaucher. Ah non, ça, c'est une autre affaire. Puis on est à Saguenay, au centre-ville de Chicoutimi. C'est pas 150 000 habitants, c'est pas 10 000 comme Roberval ou Dolbeau à 15 000. Il y a tout un bassin. Mais vous avez raison, il faut qu'on soit attrayant. Ma réponse sera, il faut qu'on soit attrayant. Et je pense que les compagnies aujourd'hui accompagnent davantage leurs partenaires d'affaires que sont l'ensemble de la chaîne que vous venez de parler, là. De l'entrepreneur qui fait des chemins à l'entrepreneur qui coupe le bois en forêt. Je pense qu'à quelque part, il y a eu
reality check ou une prise de conscience à un moment donné qui a dit, si on ne fait pas attention à ça, on va encore vivre davantage de problèmes. Je vous dirais qu'on est comme dans une espèce de grand changement, M. Tremblay. Il y a eu, effectivement, je suivais ça de très proche, puis comme vous le savez, dans mon ancienne vie, je les voyais régulièrement, ces gens-là. Là. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont davantage conscients. Ils l'ont toujours été. Mais aujourd'hui, il y a une obligation par rapport à comment on va affronter l'avenir avec la main-d'œuvre qu'on a. On va garder ceux qu'on a, puis on va essayer d'en ajouter d'autres. Je pense que c'est beaucoup plus conscient. Les gens sont plus conscients de ça. Justement, des gens qui sont au Serre Toundra, là, les gens qui sont autour de ça, là, même les syndicats, ils ont essayé de convaincre les ouvriers des Serre Toundra là, de venir vivre au Québec. Ils ne veulent pas venir vivre au Québec. Les Guatémaltèques, ils refusent systématiquement. Ils ne veulent pas venir faire ces travaux-là. Ils sont prêts à le faire 1 an, 2 ans pour faire de l'argent, mais c'est une moyenne... c'est un moyen problème. C'est un meilleur problème. Puis c'est un problème, M. Tremblay, aussi, qui doit nous interpeller. Qu'à Saint-Félicien, après avoir eu 200 Québécois, qu'on soit maintenant 100 employés, dont une quarantaine de Guatémaltèques, il faut se poser bien des questions. Oui, les conditions de travail. Oui, comment on voit la chose, comment la société québécoise et les travailleurs du coin voient la chose. C'est sûr que c'est un travail qui est sûrement très exigeant. Aujourd'hui, on est dans un marché où l'employé peut choisir un peu où il va aller travailler. Ça rend ça très difficile pour les employeurs. Mais on a l'obligation de trouver des solutions. On a beaucoup de coins du monde se cherchent des secteurs d'économie à développer pour faire travailler leur monde. Nous, on a un secteur qui est quand même encore florissant avec l'avenir. Il faut qu'on trouve des solutions pour que ça continue. Mais est-ce qu'on se prend à la dernière minute? Parce que, veux pas, la pénurie de main-d'œuvre, on la ressent depuis quelques années. On sait que l'industrie forestière, c'est encore plus difficile d'aller recruter. Est-ce qu'on se prend pas à la dernière minute quand on sait qu'il y a peut-être des centaines d'emplois disponibles à certains endroits? Ça fait des années qu'on en parle. Puis, écoutez, qui nous aurait dit un jour qu'on verrait un McDonald's au centre-ville de Val-d'Or fermé, là? Je suis à Québec maintenant, les bureaux sont à Québec, je me promène à Québec, là. Restaurant fermé lundi, faute de main-d'œuvre. Tim Hortons fermé lundi de 3h à 8h, puis on est là-dedans partout au Québec, là. C'est pas juste dans l'industrie forestière, c'est un problème majeur. Oui, qui recoupe l'industrie forestière. Est-ce qu'on aurait dû être plus proactif il y a quelques années? Est-ce que notre stratégie d'immigration aurait dû être mise en place? Regardez, aujourd'hui, on est là. On se doit absolument de travailler pour trouver des solutions. Puis, je ne jugerai pas du passé. Moi, j'arrive à l'industrie forestière aujourd'hui, puis ça fait 10 ans qu'on dit, je l'ai déjà dit au micro ici, qu'on allait manquer de main-d'œuvre. On a parlé de 20 000 jobs disponibles, tout secteur confondu, au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2020. Aujourd'hui, je suis rendu dans un secteur qui est parmi les plus touchés par ça. Mais on manque de main-d'œuvre partout dans les régions du Québec. On a moins de jeunes qu'on en avait. La population est plus vieillissante. Il faut trouver des solutions. Et c'est l'ensemble des activités qui va pousser les chaises roulantes des personnes âgées. Dans 10-15 ans, si on n'a plus de jeunes qui veulent faire le travail. Mais ça, il faut qu'on trouve des solutions. C'est notre devoir à nous, aujourd'hui, d'essayer de donner des orientations pour trouver des solutions à ça. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, M. Lebel, je voudrais vous amener sur le sujet. Longtemps, Résolu nous disait que les possibilités forestières du forestier en chef étaient insuffisantes, qu'il manquait de bois, il y avait des grands questionnements. C'est un débat dont on entend moins parler. Est-ce que vous pourriez faire le point sur ça, la relation avec le forestier en chef, les possibilités, puisque le marché américain est très bon, malgré les droits compensatoires, est-ce qu'il nous manque de bois? Est-ce qu'il y a encore des arbitrages à faire? Ou, On manque encore de bois, mais les orientations données, l'avis du forestier en chef qui a été remis récemment, pour nous, est quelque chose qui est très porteur d'avenir. Il tient compte, bien sûr, des changements climatiques dont on parlait tout à l'heure, d'augmenter la capacité forestière, d'augmenter la production à l'hectare. C'est toutes des choses où on ne peut pas faire autrement qu'être d'accord avec lui. Par contre, ça vient changer des habitudes, autant auprès des gens qui gèrent maintenant la forêt, qui sont le ministère des Ressources, des Faunes, Forêts, Parcs et Ressources naturelles. On se doit d'avoir une planification qui tient compte du futur et être plus productif partout, en faire plus avec le mètre cube, puis être plus performant. Et le rapport du forestier en chef, son avis, est reçu par le ministre et le gouvernement du Québec, et nous, on est en accord à être... Ça nous responsabilise aussi, nous, on doit être meilleurs, là. Il faut qu'on sorte davantage de bois de nos usines en ayant moins de résidus, puis on est d'accord avec ça. Fait que oui, c'est une grande partie de la solution, vient d'être plus performant en faisant pousser notre bois, en faisant pousser davantage de bois, et dans les secteurs où on en plante, qu'il y ait plus de bois à l'hectare, et que nous, quand on le transforme, il y a moins de pertes, puis plus de résultats. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une grande partie de l'avenir de l'industrie forestière, et chapeau au forestier en chef pour le rapport. C'est du courage, là. Il vient brasser beaucoup d'habitudes chez nous et dans les fonctionnaires, mais on pense que c'est très porteur d'avenir. Est-ce qu'on peut... M. Lebel, aussi, le plan Caribou ne sera pas connu et accepté par le fédéral. Il n'y aura pas de prévisibilité à long terme. C'est plus difficile d'en avoir.
C'est plus difficile d'en avoir, M. Tremblay. Bien, il y a des secteurs où il n'y a pas de caribou présent. Il y a des secteurs où regarde, vous avez vu la semaine passée, là, le rapport, je vais prendre la Gaspésie, ça vient de sortir, là. Il reste moins de caribous qu'il y en avait. La raison principale, c'est le coyote. Bien, la Gaspésie est presque 50 de la Gaspésie est gelée à cause du caribou forestier. Est-ce que ces opérations forestières qui ont amené le problème? Fait que là, on est là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a un devoir de précaution. Mais le devoir de précaution, pour moi, il vient des familles qui en vivent aussi du caribou forestier. Quand tu as 60 000 travailleurs au Québec, 60 000 familles, hommes et femmes qui dépendent de l'industrie forestière, c'est 115 000 emplois induits. On va tout faire pour protéger les espèces animales, puis moi, je vais tout faire pour protéger ces jobs-là en respect des espèces animales, mais c'est important qu'on voit ça. Fait que, oui, le plan de caribou, comment le fédéral va le travailler, je suis certain que le Québec va défendre la position qu'ils ont prise jusqu'au bout. Comment le gouvernement fédéral va le recevoir, nous, on va faire notre lobby, puis on va continuer autant avec les gens de la FPAC, l'Association canadienne des produits forestiers, qu'avec nous dans notre région et au Québec. Mais c'est un autre enjeu, M. Tremblay, mais il n'y a pas des caribous partout, dans toutes les régions. Il y en a, mais on doit considérer aussi le fait qu'on doit continuer à opérer. Puis est-ce que par rapport à la vente de bois, ça va bien? Parce qu'on sait qu'il y a eu les feux de forêt, inondations. Est-ce qu'on sent que, pour ce qui est des entreprises comme PFR, on sent que ça va bien de ce côté-là? Oui, présentement, avec la demande américaine, c'est toujours le fait que la croissance américaine... Il faut que je situe quand même la chose, c'est qu'il se construit moins de maisons per capita qu'à l'époque. La population des États-Unis a augmenté de façon plus importante que le nombre de mises en chantier qui a suivi. Ça veut dire que l'économie n'est pas aussi forte qu'elle a déjà été aux États-Unis. Mais tant que ça va être comme ça avec les États-Unis, pour nous, c'est pas un problème, on va continuer à bien vendre. Il faut juste qu'un des facteurs change. Puis, tantôt, il y a un défi qui nous guette aussi, c'est que si à la fin, on ne s'entend pas avec les États-Unis, je veux juste relater quelque chose qui va être important, c'est que si on exporte moins vers les États-Unis, si le Canada s'entendait, puis nous, à 28-29 c'est une catastrophe pour nous. Là. On ne veut pas que le fédéral s'entende à 28-29 là. S'il y a moins de bois qui va aux États-Unis en provenance de la Colombie-Britannique, ils ne pourront pas exporter davantage en Chine parce que c'est la demande en Chine qui mène le show. Ce bois-là va venir vers l'est du Canada, vers l'Ontario, et ça va couper des parts de marché au Québec. Fait que s'il reste plus de bois dans le marché domestique canadien, on en exporte moins aux États-Unis. La variable possible, c'est que ce bois-là vienne vers des marchés qui sont les nôtres aujourd'hui. Fait que c'est extrêmement important qu'on garde le marché ouvert avec les Américains d'un océan à l'autre, pas juste chez nous, mais aussi en Colombie-Britannique. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, je voulais vous parler de la région au niveau de... Vous savez, on a une forêt mixte, moins que dans le sud du Québec, mais quand même, puis l'utilisation de nos SPEM est assez forte, là, des bois résineux. Mais le bois feuillu avait une bonne utilisation à un moment donné. On a eu malheureusement une série de fermetures de ce côté-là. Est-ce que vous voyez venir des projets? Il y a eu des annonces, mais enfin, est-ce que le taux d'utilisation de la forêt feuillue va augmenter, ce qui aiderait beaucoup la rentabilité, puisque les machineries sont déjà là, puis bon... Tout à fait. Vous avez raison, M. Boivin. On coupe une forêt, puis tu as une talle de feuillus, puis tu retombes dans tes conifères, puis il faut que tu composes avec ça. Oui. C'est clair que ça fait partie de... La réponse est oui. Oui. Puis il y a beaucoup de projets au niveau de la chimie avec des produits aussi de feuillus. C'est sûr que la réouverture de Chambord va amener des solutions probablement. Évidemment, je ne répondrai pas pour la compagnie et le gouvernement. Là. On voit les annonces qu'ils ont faites. Et un peu partout au Québec, il y a 4 millions de mètres cubes de feuillus de droits d'émis par année, puis on en récolte à peu près 1 actuellement. Fait que ces 3 millions-là, on travaille pour leur trouver des voies de sortie. Et effectivement, ça diminuerait les coûts en ayant des revenus pour ces arbres-là. Fait que énormément de projets là-dessus. La forêt privée est importante pour nous. J'en ai pas parlé, là. On travaille beaucoup avec la forêt publique, mais on a beaucoup de membres aussi qui relèvent de la forêt privée, dépendamment de la région où tu es. Chez nous, on est presque totalement en forêt publique, mais dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 50 de leur approvisionnement qui vient de la forêt privée. Et quand tu vas en Estrie, c'est encore davantage. Fait qu'on travaille beaucoup avec la forêt privée pour être capable d'approvisionner nos usines. Et pour l'instant, les discussions continuent. C'est sûr que c'est des négociations, mais ça continue à avancer, puis on a bon espoir qu'il y ait des beaux projets. Puis là, tantôt, vous parliez aussi de peut-être avoir des solutions quant à l'avenir de l'industrie forestière. Est-ce que vous avez déjà peut-être mis en place un plan d'action pour sur certains projets pour justement aider l'industrie à sortir un peu de la crise qu'on vit actuellement? Le rôle de notre association est bien sûr d'accompagner, de s'assurer qu'au niveau réglementaire, les règlements permettent à nos membres d'être capables de faire des bonnes affaires tout en respectant l'environnement et l'acceptabilité sociale. On est en support aux gens de notre industrie. Évidemment, on travaille avec des partenaires comme FP Innovation, où tous les jours, on travaille sur des projets pour trouver des solutions, différentes avancées technologiques
technologiques, que ce soit en construction, que ce soit au niveau de la chimie. Fait que, oui, il y a énormément de projets qui se font. Il y a un partenariat quotidien. Notre équipe, on a plusieurs scientifiques au bureau chez nous qui travaillent là-dessus. Et on a travaillé dans les dernières années pour des avancées. Le Conseil de l'industrie forestière et l'équipe ont réussi à aller chercher un tarif d'électricité intéressant pour nos gens de pâte et papier. C'est un travail de notre organisation. On continue encore à travailler avec le gouvernement, les différents ministères, pour y trouver des solutions, des façons de travailler. Lorsque la taxe... Le fonds vert est un élément sur lequel nous pensons, nous faisons partie pour nous de l'avenir environnemental du Québec. Le fonds vert, pour nous, est un secteur intéressant où on est partie prenante quant à amasser les sous dans le fonds vert. On pense que le décaissement doit aussi considérer que l'industrie forestière est importante pour l'avenir vert du Québec. Qu'est-ce qui sera à surveiller pour 2018? On en parlait tantôt, justement, il y a les droits compensatoires, aussi les négociations entourant l'ALENA. Donc, qu'est-ce qui va être à surveiller? Bien sûr, tout le dossier américain, de voir comment ils vont se comporter. Puis c'est une... Si la boule de cristal de quelqu'un est claire, vous viendrez me le dire. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de neige là-dedans. On ne sait pas en tout quel bord que M. Trump va prendre là-dedans et comment il va réagir. Puis il n'y a personne qui a tort quand on émet différentes opinions. On ne le sait pas. L'OMC va prendre une décision. M. Lighthizer va dire à l'OMC, vous n'êtes pas gentil, on va s'en retirer. On ne sait pas comment ça va tourner. Mon seule affaire, c'est qu'on reste très, très dépendant du marché américain. Donc, le dossier américain, je pense que les partis politiques vont être intéressés à tout le sujet dont je parlais sur l'utilisation de la forêt dans les changements climatiques. On ne peut pas faire autrement. Les références en Amérique du Nord pour les changements climatiques sont beaucoup Colombie-Britannique et Californie. Et ces deux États et provinces-là disent que 30 de leurs outils, c'est la forêt. Pour Québec, on est 3-4 partie prenante des solutions. Bon, on se doit, nous, de faire valoir qu'on est important là-dedans. Et clairement, le dossier de la main-d'œuvre, madame. On va entendre parler beaucoup de main-d'œuvre. Sûrement qu'avec la campagne, des dossiers environnementaux vont réapparaître. Là, le caribou forestier va être très présent. Pour nous, c'est oui, on veut protéger les espèces à partir d'éléments de science, puis en se rappelant qu'il y a des familles qui gagnent leur vie aussi dans cette industrie-là. Fait que je pense que ça va être pas mal les sujets de l'année. Puis par rapport à l'ALENA, est-ce que ça vous inquiète par rapport aux négociations qu'on voit actuellement? L'ALENA, il y a 3 secteurs qui, pour le Canada, seraient non négociables. La gestion de l'offre, la reconnaissance de la culture et le chapitre 19 qui nous permet, nous, parce que nous ne sommes liés à l'ALENA que par le chapitre 19, qui est le chapitre sur les contestations. Autrement, nous, on n'est pas liés à ça. Et quand on entend que les négociateurs canadiens disent que ça, c'est non négociable, ces 3 secteurs-là, tout au moins, ça nous sécurise, puis je ne dirais pas qu'on est confiant, mais tout au moins, on suit ça de très près. Je ne pense pas que ce soit demain qu'on nous dise que le chapitre 19 disparaît. Et est-ce qu'il y aura de redébut de négociation? Quand Mme Freeland a dit s'il y a un accord avec sur le bois d'œuvre, on va peut-être retirer notre plainte à l'OMC, ça nous a interpellés. Mais la semaine dernière, moi et mon équipe, on a rencontré le gouvernement fédéral là-dessus qui nous ont dit, écoutez, c'est normal que publiquement, on dise des choses pour faire avancer des discussions, mais pour l'instant, il n'y a rien. Fait que, je dirais pas que je suis confiant, je suis toujours inquiet, j'ai toujours une petite lumière d'allumer. Mais là, je pense que le temps, je pense pas qu'on voit un résultat avant 1 an ou 2, selon moi. OK. Mais ça semble positif pour... Disons que c'est neutre pour moi pour l'instant. J'ai toujours une crainte, mais les moins présentes. Parfait. Merci beaucoup, M. Lebel, d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Mme Martine Couture du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci.